Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'ISO 10012 édition 2026 qui rentre, alors plus largement, c'est un webinaire qui est consacré à la métrologie industrielle. Je vais me permettre d'attendre juste une petite minute ou deux, si vous le voulez bien, histoire que les retardataires qui sont inscrits euh, puissent avoir le temps de se connecter. Donc bienvenue pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont connectés. Merci d'être présents, merci de m'écouter présenter ce webinaire. Je vais partager mon écran tout de suite. Donc voilà, webinaire du jour, ISO 10012 édition 2026. Donc c'est la grosse nouveauté de l'année. Et puis c'est une des grosses nouveautés de ces dernières années dans le monde de la métrologie industrielle. ISO 10012 édition 2026 que j'ai nommé là la métrologie au service du business. Parce que concrètement, on aborde rarement la métrologie sous cet aspect-là. On est très, très, très lié à la qualité, de par la définition de la métrologie, bien entendu. Et c'est vrai qu'on a rarement l'opportunité même d'entendre ou de rattacher cette métrologie à cette notion d'affaires, à cette notion de business. Et je pense que c'est quand même important de lier les deux, parce que c'est effectivement le cas. L'ISO 10012, elle est au service du business. Je me présente rapidement, Mathieu Popovic. Je suis directeur des opérations et du développement chez Deltamu Canada. Pardon pour la petite accroche sur le mot développement. Et puis, je suis expert en métrologie. Donc, ça fait 20 ans à peu près que je fais de la métrologie industrielle. J'ai travaillé dans des laboratoires d'essais, d'étalonnage, dans l'industrie. Donc, j'ai une vision quand même assez large de la métrologie, et en particulier de la métrologie industrielle. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir plusieurs aspects, on va voir plusieurs choses. On ne va pas juste parler de l'ISO 10012 et dérouler les chapitres de la norme. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça. L'intérêt, c'est de montrer comment la norme ISO 10012, elle vient s'inscrire finalement dans ce contexte global de métrologie industrielle. Et on va attaquer donc le premier chapitre avec la métrologie, la réalité donc des industriels, revoir, redéfinir ce que c'est que la métrologie. Deuxièmement, on va aborder cette notion de métrologie 4.0, d'accord, et en quoi la métrologie, finalement, ça devient un levier de performance industrielle. On va ensuite enchaîner sur l'ISO 10012, l'histoire de l'ISO 10012, les points clés. On va ensuite, vous avez le temps approximatif à droite, je vous ai mis, j'ai essayé de mettre le temps approximatif de chaque chapitre, pardon, et évidemment, je vais essayer de respecter ce planning-là. Donc le chapitre 4 qui est ce qui change concrètement entre la version 2023, la version 2003 et la version 2026, et avec les grandes nouveautés, puis on va rentrer un petit peu plus dans le détail cette fois-là. Et en dernier, on va voir rapidement les bénéfices qu'on peut en tirer de tout ça et comment cette métrologie industrielle, comment cette ISO 10012 peut venir s'inscrire dans notre activité respective, dans nos activités respectives, et puis comment on peut en tirer profit finalement de cette norme ISO 10012. Je vais lancer un premier sondage. C'est la première fois que j'utilise cet outil. Je sais qu'on peut faire des sondages. J'aime beaucoup ça. Donc, je vais déjà lancer un premier sondage. Est-ce que je peux publier le sondage? Voilà. Merci de répondre. Ça me donne déjà un petit aperçu de si vous connaissez déjà la norme ou pas. Rapidement. Donc 13, ça on est bon. Globalement, vous connaissez. Il y en a quelques-uns qui découvrent visiblement aussi la norme ISO 10012, donc tant mieux. C'est un petit peu varié, mais il y a quand même une majorité de personnes qui connaissent l'ISO 10012, et c'est tant mieux. Donc, on va voir ça ensemble de toute façon. Alors, la métrologie, la réalité des industriels, comprendre pour décider, d'accord, c'est bien ça. Pourquoi comprendre pour décider? Parce que l'objectif de la métrologie industrielle, la métrologie qui est la science des mesures, ça je ne le rappelle pas, c'est la définition du dictionnaire. Pourquoi est-ce qu'on mesure? On mesure pour
pour décider. Voilà, on fait tout ça dans notre quotidien. On 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 se lève le matin, on fait de la météorologie, on regarde l'heure, on regarde la température qu'il fait à l'extérieur. Voilà, toutes ces choses du quotidien finalement qu'on fait naturellement, qu'on fait même sans s'en apercevoir. C'est dans un but bien précis, c'est dans l'objectif de prendre des décisions. Voilà, c'est pour ça qu'on fait de la météorologie et c'est pour ça qu'on fait de la météorologie dans nos industries respectives. Ça sert à prendre des décisions. On mesure pour décider, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on mesure? Peu importe ce qu'on mesure, hein, on fait une comparaison. Voilà. Mesurer, c'est comparer. On compare ce qu'on veut mesurer, ce qu'on cherche à connaître, à quelque chose qu'on connaît, justement. D'accord? Je prenais l'exemple du quotidien. Le matin, vous vous réveillez, vous regardez votre horloge sur votre téléphone probablement. Et puis, vous allez prendre une décision derrière. Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que vous êtes en avance? Vous ajustez, vous adaptez votre quotidien en fonction des mesures que vous faites. Et donc finalement, c'est bien ça, quand on fait de la métrologie, on compare. Et pourquoi on compare? On compare pour connaître ce qu'on cherche à mesurer dans l'objectif, toujours l'objectif de prendre une décision. D'accord? Alors, rapidement, les différentes métrologies qui peuvent exister. Je pense que vous devez, pour la plupart, vous devez connaître, mais je fais quand même un rappel de tout ça. Alors, je suis désolé pour les personnes qui connaissent déjà tout ça, il y en a peut-être qui connaissent pas encore. Je fais quand même un rappel global de ces grandes thématiques pour mettre tout le monde d'accord et puis qu'on parle vraiment de la même chose. Voilà, donc on est d'accord sur ce que c'est que mesurer, on est d'accord sur ce que c'est que la métrologie dans les industries, hein. On compare pour prendre une décision. Alors la métrologie, dans le monde, elle s'articule autour de 3 grands organismes. Le BIPM qui est chargé de toute la définition de la métrologie scientifique, d'accord? Elle définit les étalons, elle définit le système international d'unité, et cetera. Donc c'est eux qui créent finalement ce noyau scientifique de la métrologie universelle, métrologie internationale. L'OIML qui est, elle, qui régit les aspects de la métrologie légale. Alors, l'OIML ne publie pas des textes de loi, parce que c'est une organisation internationale, elle publie des recommandations qui sont à destination des États et charge aux États d'adapter ces recommandations, de les transposer, on dit, en droit national pour imposer ou pas finalement les lois et les règles de la métrologie légale sur son territoire. C'est vrai dans beaucoup de pays dans le monde sont membres et à la fois du BIPM, sont membres de l'OIML. Et le dernier, celui qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, c'est l'ISO qui, au niveau international en tout cas, est chargé de rédiger des standards, des normes à destination des industriels. Donc finalement, c'est un peu lui qui va chapeauter toutes ces exigences de la métrologie industrielle applicable à tout type d'industrie. Alors mesurer, c'est décider, on vient de le voir. Mal mesurer, c'est un risque. Principalement, je l'ai mis en gros, un risque financier. Alors avant le risque financier, il faut quand même pas oublier que effectivement la métrologie s'inscrit dans un contexte de qualité au sens large. Qualité, qui dit avant toute chose satisfaction du client. Donc oui, mal mesuré, c'est un risque financier. On va dire que c'est la conséquence pour le portefeuille, bien entendu, mais il y a une conséquence aussi en termes d'image, en termes de fidélisation de clientèle, etc. On veut satisfaire le client, c'est bien l'objectif d'un système de management au départ, c'est de satisfaire son client. La métrologie s'inscrit dans la même chose. On met en place un système de management de la mesure pour finalement fiabiliser cette mesure, mieux l'utiliser, mieux s'en servir à des fins de satisfaction client et évidemment pour pouvoir maîtriser son sujet. Et quand on maîtrise son sujet, on se rend compte que le gain en productivité, le gain est souvent résulte souvent de ça. Voilà. Donc mesurer, c'est décider. Mal mesurer, évidemment, c'est un risque financier. D'accord? Les conséquences d'une mesure imparfaite, pour ceux qui ne savent pas, alors évidemment, il y a tout un cheminement hein, au départ.
il y a un besoin de mesure initialement qui est présent. Ce besoin de mesure va passer au travers d'un processus de mesure. J'ai mis en parenthèse les cinquièmes ou le diagramme d'Ishikawa qui nous permet de tenir compte de tous les aspects d'un processus, d'accord, pour bien y répondre, pour bien répondre aux besoins. Donc il y a ce besoin, cette donnée d'entrée qui va passer au travers du processus. Il va en résulter un résultat de mesure qui, lui, est imparfait. On n'obtient jamais un résultat de mesure parfait. Le résultat de mesure parfait n'existe pas. On tente à s'y approcher au maximum. Et, et donc, cette chose qu'on appelle le résultat de mesure va sortir donc c'est la donnée de sortie, bien évidemment, de ce processus de mesure. Comme je le disais avant, ce résultat, on va l'exploiter. Il va nous servir à quelque chose. Il va nous servir principalement à prendre une décision. Et, je le répète, qui dit décision dit risque. Le risque fournisseur, pour certains d'entre vous, vous devez connaître le terme, le rejet à tort, donc qui est le risque pour le fournisseur directement, donc la pièce conforme qui est déclarée non conforme, d'accord? C'est un rebut inutile, c'est une perte directe. L'acceptation à tort, qui correspond là au risque client, donc il y a le risque fournisseur d'un côté et puis de l'autre côté, il y a le risque client, d'accord? Donc là, le risque, c'est de délivrer une pièce non conforme. Et risque client, rappel de l'eau, litige et tout ce qui va avec l'insatisfaction client, évidemment. Et enfin, il y a la décision sous doute, c'est-à-dire que quand on maîtrise mal sa mesure, quand on maîtrise mal son incertitude, quand on n'est pas très au fait de comment ça fonctionne, tout ce processus-là, on a on a des prises de risques qui sont un peu cachées, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. Voilà. Donc on est dans cette zone de doute où finalement on ne sait pas trop où camper. Alors la métrologie, ça coûte évidemment, ça coûte de l'argent, la métrologie. Il y a des coûts directs, il y a des coûts indirects. Alors dans les coûts directs, on peut voir les coûts de ce qu'on connaît, hein, ce qu'on a l'habitude de financer de manière assez régulière, j'ai envie de dire, des choses qui sont très, très, très connues de tout le monde en général. Donc, il y a les étalonnages externes qui coûtent évidemment. Il y a le renouvellement de parc qui va coûter. Il y a la maintenance et les réparations des équipements qui vont coûter. Donc, ça, c'est les coûts directs. Pourquoi je parle encore une fois de coûts? Parce que ça a son importance dans une industrie. Il faut bien comprendre que la métrologie, c'est quelque chose effectivement qui coûte de l'argent et comme ça coûte de l'argent, ça concerne potentiellement beaucoup plus de gens que, que l'équipe qualité elle-même. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive à faire comprendre en général à la direction qu'elle a tout intérêt justement à s'y intéresser parce qu'il y a une histoire de coût, de coût derrière ça. Et donc, je le redis là, il y a les coûts directs, il y a les coûts indirects, c'est ceux qui sont souvent ignorés parce que c'est des coûts qui ne sont pas visibles directement. D'accord? On parle de gestion administrative, par exemple, hein, du temps qu'on va passer à la gestion des équipements, du temps qu'on va passer à la gestion des suivis métrologiques des équipements, etc. Le temps de la mesure en elle-même, est-ce que l'opérateur qui est bien formé utilise le bon équipement dans un environnement adéquat? Est-ce que cette chose-là, elle est maîtrisée? Est-ce qu'elle est efficace? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de gagner du temps aussi vis-à-vis de ça? La logistique, bien entendu, l'échange d'équipements, c'est pas rare de voir, de constater dans une industrie, dans une PME, ou peu importe, une grosse structure, où on s'échange sans trop le savoir des équipements, et puis finalement, là où on avait l'habitude de trouver le pied à coulisses, il ne se retrouve pas à cet endroit-là, il est chez le voisin. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui coûtent. D'accord? Et enfin, le pire du pire, c'est les coûts de non-qualité. Voilà. Rebut, retouche, retour client, litige, ça peut coûter très, très, très cher à une industrie, bien entendu. Le coût de la non-qualité, c'est quelque chose qui est, c'est le nerf de la guerre, hein. Une non-conformité, ça peut faire couler une activité. Donc, il faut impérativement s'intéresser à ça. Alors, la métrologie 4.0, le levier de productivité. Levier de productivité parce que oui, métrologie 4.0, ça s'inscrit dans l'industrie 4.0 aujourd'hui. On parle de digitalisation, on parle de numérique, on parle de fiabilisation oui, c'est ça, de fiabilisation de la donnée. La donnée, il faut qu'elle soit fiabilisée, d'accord? Donc là, je vous présente un petit tableau rapidement pour passer de la contrainte à la performance, c'est-à-dire de passer d'une métrologie subie à une métrologie maîtrisée.
d'accord? La métrologie subie, c'est celle, heu, effectivement qu'on subit tous quand on considère cette métrologie comme un mal nécessaire, comme un centre de coût. Je dis mal nécessaire, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent comme appellation, hein, quand on parle soit de qualité, soit de métrologie. Et on dit souvent, ouais, c'est le mal nécessaire, c'est la zone un peu d'ombre là, comme ça, qui est qui fait partie du quotidien, mais on n'a pas trop envie de s'en occuper parce qu'on maîtrise pas, parce que ça nous fait un petit peu peur et parce que c'est pas notre sujet, et puis on a autre chose à faire visiblement. Donc tout ça, c'est des réalités industrielles, hein, et je parle par expérience. Donc ça, c'est ce qu'on considère comme une métrologie subie. Et, 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 et donc, comme on s'y intéresse pas trop, comme on est un peu, on va dire un petit peu en tant que responsable métrologie, un petit peu tout seul dans son monde, on est souvent finalement obligé de se simplifier la vie parce qu'on n'a pas le choix. On va étalonner tous les équipements, on a un calendrier pardon, qui est fixe. On n'a pas le temps d'étudier les certificats, on n'a pas le temps d'étudier les mesures, d'étudier les dérives, etc. Donc, on va chercher simplement la déclaration de conformité pour la remise en production, pour la confirmation métrologique. Donc, voilà, toutes ces choses-là, on ne va pas trop s'y intéresser. C'est vraiment la métrologie subie, c'est celle qui est douloureuse. Voilà. Des taux de rebut évidemment et de retouches élevés parce qu'on ne s'intéresse pas directement non plus à cette notion d'incertitude de mesure. C'est quelque chose qui est flou, qui nous fait un peu peur. Bref, voilà, l'objectif, c'est la conformité du certificat. Encore une fois, c'est le tampon OK. Et la métrologie, celle qui nous intéresse, c'est, alors je m'aperçois qu'il y a deux fois objectif, je suis désolé. La métrologie maîtrisée. Métrologie maîtrisée, c'est à l'inverse de la métrologie subie, c'est un investissement, un outil de pilotage, d'accord. C'est là où ça devient quelque chose qui va nous servir au quotidien. On va se servir de cette métrologie comme d'un levier de performance. On va la prendre à bras le corps et puis on va s'apercevoir que en maîtrisant cette chose-là de la métrologie, finalement, ça nous apporte tout un tas de bénéfices dans l'organisation, d'accord. Un outil d'investissement, un outil de pilotage. On étalonne ce qui a de l'importance, des périodicités optimisées selon l'usage et la dérive, la réduction des incertitudes de mesure. C'est bon du premier coup, il y a des rebuts qui sont réduits. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on souhaite. On choisit de mesurer mieux pour produire mieux, finalement. C'est la petite phrase que j'ai mis en bas. C'est ça. Les 4 leviers immédiats pour la productivité, c'est des gains concrets et mesurables. Le premier, ça va être le gain de temps opérationnel, d'accord. Évidemment, on va gagner du temps. On va gagner du temps avec une meilleure organisation. Quand je dis souvent, c'est pas parce qu'on ignore un problème que le problème n'existe pas chez nous. Dans nos industries, dans toutes les industries, la métrologie existe, elle est présente. Donc, quand on s'y intéresse pas, on perd forcément du temps. Elle est pas maîtrisée, etc. Donc, on se rend compte que quand on commence à maîtriser un sujet qu'on maîtrisait pas avant, on gagne du temps parce qu'on est mieux organisé, parce qu'on sait de quoi on parle et qu'on met en œuvre des choses très efficaces qui vont nous aider dans notre organisation. Donc, c'est du gain de temps opérationnel. On parle de digitalisation des processus, on parle de la saisie, planification, certificats automatisés, ce genre de choses. Donc, il y a du gain de temps, il y a du gain d'argent, évidemment, puisque la première conséquence du gain de temps, c'est du gain d'argent. Il y a de la montée en compétences qui est possible, comme on dégage du temps. Il y a la possibilité de mettre en place des nouveaux projets. En deuxième lieu, on a la réduction des coûts d'étalonnage, évidemment, hein, quand on commence à s'intéresser à tout ça et quand on commence à optimiser ces fameux intervalles d'étalonnage ou périodicité d'étalonnage, si c'est un intervalle fixe. euh, on peut optimiser ça quand on commence à s'y intéresser. On commence à se rendre compte que on n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Peut-être pas obligé de faire toujours la même chose systématiquement. Donc on adapte. On adapte notre métrologie, on adapte les étalonnages. Et ça, c'est un gain qui est visible très rapidement dès qu'on commence à adapter les périodicités en fonction de la dérive, en fonction, il y a différentes méthodes qui existent, et puis on va les voir au travers des ISO 10012. Voilà, c'est des gains qui sont visibles très rapidement. La satisfaction client, évidemment, hein, j'en reparle, mais c'est très important, la réduction de la non-qualité, anticipation des dérives, maintenance prédictive, décision juste, moins de rebuts, moins de retours, etc. Et enfin, les audits. Oui, il y a l'aspect audit. Alors, pas que audit qualité, audit de certification. Hein, on parle aussi des audits clients, potentiellement, qui peuvent venir voir comment vous faites, qui ont des exigences, etc. Donc, quand on commence à s'intéresser
à la mesure quand on veut mettre en place un système de management de la mesure et que tout le monde s'y intéresse et qu'on rentre dans ce cadre qui est défini par l'ISO 10012, on va y arriver, eh bien, on se rend compte que oui, effectivement, on est beaucoup plus serein à présenter un sujet qu'on maîtrise que présenter un sujet qu'on ne maîtrise pas, tout simplement. Alors, ISO 10012, histoire et point clé. Alors, je revérifie simplement que je suis bien dans les temps, mais je pense que oui. Alors, ISO 10012, histoire et point clé. Alors, petite parenthèse ici, pour parler de nous, de Deltamu, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Deltamu, peut-être que d'autres non. Deltamu, on existe depuis presque 30 ans maintenant, et on est expert. Notre métier premier, c'est d'être expert en métrologie. Et dans cette métrologie industrielle, on est là pour accompagner justement les industriels dans la gestion de cette métrologie. On a poussé, on est allé frapper à la porte de l'ISO pour être pilote de la refonte de cette norme ISO 10012. Donc le résultat de cette norme a été en grande partie le résultat du travail qui a été fourni par Deltamu et en particulier par Christophe Dubois. Et évidemment de tout ce groupe de travail qui a participé à la révision de cette norme. Il y a eu beaucoup d'intervenants, c'est un travail de longue haleine, ça a duré 4 ans et voilà, donc ça a été effectivement piloté, le projet de révision a été piloté par Deltamu, mais il y a beaucoup d'intervenants de beaucoup de pays qui sont intervenus dans la révision de cette norme. Ça a suscité visiblement beaucoup d'intérêt parce que je pense que quand on travaille en industrie, qu'on est proche de la qualité, qu'on commence à s'intéresser à tous ces aspects normatifs, on ne pouvait que constater qu'il y avait un espèce de gros trou dans la raquette en ce qui concerne la gestion de la mesure dans les industries. Et c'est bien en ça que la nouvelle ISO 10012 vient combler un petit peu les lacunes, combler le manque qui existait. D'accord ? Alors, l'évolution de la norme, alors je dis de la qualité de la mesure, la qualité de mesure, hein, vraiment de l'équipement, au système de management qui est certifiable. C'est véritablement là le cheminement. La norme ISO 10012, elle est apparue en 92, donc ça commence à dater, on parle de ça il y a quand même assez longtemps. Et au départ, c'est le contexte qui voulait ça, hein, c'était pas une erreur ni même quoi que ce soit, c'était simplement le contexte qui voulait à l'époque que la première édition de l'ISO 10012 se concentre véritablement sur la performance de l'équipement. Voilà. C'était l'équipement qui était concerné, c'était l'équipement qui était ciblé. Les choses évoluent avec le temps, l'industrie évolue, le monde évolue, la métrologie évolue avec tout ça. Et puis en 2003, on s'est finalement aperçu que de ne tenir compte que de la performance de l'instrument avait ses limites et qu'on avait quand même tout intérêt à élargir la métrologie de l'industrie, à élargir ça au processus. Voilà. Donc, on ne tenait plus compte que d'un élément du processus, mais on tenait compte du processus dans sa globalité. Voilà. Je résume dans les grandes lignes l'évolution de la norme. Bien sûr, il y a beaucoup plus de détails que ça, mais là, dans les grandes lignes, c'est à peu près cette idée-là. Au départ, il y avait l'instrument, ensuite, on a élargi ça au processus pour aujourd'hui arriver à quelque chose d'encore plus large qui est juste une évolution logique de cette norme et donc, aujourd'hui, c'est une norme système de management. D'accord ? On n'est plus juste focalisé sur le processus métier, on s'inscrit dans cette norme système de management, donc qui va vraiment concerner l'ensemble de l'organisation. C'est une norme de type A aujourd'hui, certifiable, donc, et basée sur la structure HLS. On va le revoir juste après. Donc là, je donne vraiment les grandes idées. Voilà. Donc ça, c'est rapidement l'histoire de l'évolution de la norme ISO 10012. On part d'une gestion de l'équipement jusqu'à une gestion globale du système de management. Et tout ça, évidemment, à destination des industriels.
Alors, j'ai rajouté une petite phrase en bas qui dit que on n'a pas besoin d'être certifié pour en tirer des bénéfices. C'est vrai. Pour l'avoir vécu, pour avoir connu, ces aspects-là, on attend souvent d'être au pied du mur avant de prendre une décision, mais ça, c'est vrai pour toutes les industries, c'est vrai chez tout le monde. On attend d'être un petit peu dans l'urgence de devoir faire quelque chose avant de passer le pas et avant de faire cette chose-là en question. Bah, c'est la même chose pour les certifications. On attend souvent le dernier moment pour se certifier son système de management en application de telle ou telle chose parce que, bah, on n'a plus le choix, on a l'obligation, ça arrive et on doit le faire. Mais avant d'en arriver là, je dis souvent que c'est, au-delà d'être un document qui va nous servir pour, une certification, pour avoir un bout de papier qui va dire: «Regarde, je suis certifié», heu, c'est avant tout un guide de bonne pratique. Voilà. La norme ISO 10012, comme la 17025 pour les laboratoires de métrologie, comme l'ISO 9001 pour le système de management de la qualité de manière très globale, on n'a pas besoin d'attendre de devoir obtenir une certification pour en appliquer les principes. Ce sont des guides avant toute chose qui vont aider les industriels à se structurer. Donc, c'est ce que je dis là. C'est pas la peine d'attendre d'être au pied du mur pour devoir être certifié. On peut tout à fait, acheter la norme. C'est pas pour le prix d'une norme, dans une industrie, même pour une PME, on achète la norme et puis on s'y intéresse et on commence à l'étudier et on commence à adapter un petit peu nos pratiques en fonction de, ce contexte normatif. Alors les 2 gros points clés de la norme, bah, il y a la norme de je le dis, mais je le redis, c'est une norme maintenant de type A, d'accord? La norme est maintenant clairement certifiable par une tierce partie, d'accord? Alors ça ne veut pas dire que ça va arriver demain. La norme ISO 10012 édition 2026, elle est sortie là au mois de février. Heu, Maintenant, il faut qu'elle se démocratise. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, au sein de différents pays qui participent à la démocratisation de, cette norme. Mais avant de pouvoir certifier, une activité d'un industriel selon, l'ISO 10012, eh ben, il faut que ces organismes certificateurs adoptent cette norme-là, l'intègrent dans leur scope et puis proposent évidemment leurs services auprès des industriels. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va arriver, je pense, d'ici, les prochains mois, où, de plus en plus, des organismes vont proposer ces services-là. Probablement que, dans les mois et les années à venir, elle va se démocratiser encore plus. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et et que des grands donneurs d'ordre vont, vont avoir vent de cette norme-là et heu, décider d'imposer, quelque part, parce que ça fonctionne aussi souvent comme ça, d'imposer à, ses fournisseurs, à ses sous-traitants, une certification selon la norme en question. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, elle existe, elle est présente et elle est bien utilisable pour ça. 2e, point clé, le HLS, alors c'est la structure, hein, heu, c'est la structure harmonisée de l'ISO. Voilà. Le HLS, c'est la structure harmonisée de l'ISO. On va le voir. Aujourd'hui, la norme, elle s'intègre parfaitement, dans un système de management de la qualité qui est, par exemple, déjà certifié ISO 9001. D'accord? Donc, il suffit d'adapter quelques aspects des différents chapitres, d'accord? Mais en tout cas, on s'articule autour de la même structure, qui est donc cette fameuse structure harmonisée aujourd'hui, qui est HLS. Alors, rapidement, ce qui change entre la version 2003 et la version de 2026, heu, je vais introduire le futur chapitre parce qu'on va aborder ces choses-là en détail, d'accord? On a l'aspect dimension, on a, comment c'était traité dans la version de 2003 et comment c'est maintenant traité dans la version 2026. Donc les 6 dimensions clés de l'évolution normative. On a la structure, bien entendu, d'accord? Qui était au départ propre à la métrologie, approche processus en 2003, on l'a dit, et maintenant qui est une structure harmonisée, donc compatible ISO 9001 pour voir la structure de base. La dimension contexte est partie intéressée où la version de 2003 était très axée sur l'écoute client, parce que c'était ce qui était demandé à l'époque, hein.
Et puis aujourd'hui, on est sur comprendre l'organisme, comprendre les parties intéressées, comprendre le contexte, euh, les enjeux climatiques. C'est une des grosses nouveautés aussi de ce contexte industriel, d'accord. Donc c'est quelque chose de très actuel. Donc il a fallu aussi intégrer ces considérations-là dans la norme. Les risques, on va voir comment aujourd'hui la norme définit une approche par les risques. Le leadership, évidemment, hein, au départ, il y avait la responsabilité de la direction. C'est comme ça que c'était défini dans l'édition de 2003. Aujourd'hui, dans l'édition 2026, on parle de leadership, on parle d'engagement, on parle de responsabilité de la direction vis-à-vis du risque de mesures erronées. C'est vraiment cette notion-là qu'il faut garder en tête, c'est fiabiliser la mesure pour maîtriser le risque d'une mesure erronée. D'accord. Et évidemment, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte d'amélioration continue. La modernisation, oui, oui, effectivement. Qui dit industrie 4.0, dit métrologie 4.0, dit modernisation, donc des supports actuels, des supports modernes. Donc ça, c'était une notion qui n'était pas du tout présente dans la version de 2003. Là, aujourd'hui, en édition 2026, on parle d'interopérabilité, d'accord? On parle de digitalisation, on parle de format électronique des certificats. Donc c'est vraiment mis en avant cette chose-là, on le verra juste après. Connaissances nécessaires pour les processus de mesure, etc. Et puis la terminologie qui a aussi changé, qui a évolué, d'accord. On parlait de procédures et d'enregistrement. On parle, je crois que je me suis fait il y a une petite erreur à ce niveau-là. On parle plus de procédures et d'enregistrement aujourd'hui. Je vais vous montrer juste après. Je vais rentrer de toute façon dans le détail dans le chapitre juste après. Je vais rentrer dans le détail de ces aspects-là. Juste ici, je vais vous envoyer un petit sondage là pour, vous garder actif. Est-ce que vous êtes confronté à la problématique? Voilà, c'est ça. Publier le sondage. Ça, c'est plus pour moi, pour savoir si effectivement, vous, dans votre quotidien, vous êtes confronté à des problématiques liées directement à la métrologie de la mesure. Dans votre activité, à vous, là, personnellement, euh, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas le cas? C'est pour avoir une idée de l'intérêt que vous pouvez porter justement à l'application de l'ISO 10012 dans votre quotidien. Est-ce que finalement, la question qui est derrière ça, c'est est-ce que l'ISO 10012, aujourd'hui, cette édition 2026, ça va vous aider? Ça va vous aider. Si vous me répondez que oui, vous avez des problématiques liées à la métrologie et à la mesure dans votre activité, bah, c'est que effectivement, l'ISO 10012, elle va vous aider. On va continuer. On va continuer. Alors, dans le détail, les 6 points qu'on a vus avant, on va les voir dans le détail maintenant. La restructuration, d'accord. Le premier point qui est très important, c'est la restructuration selon la structure harmonisée, la fameuse HLS, d'accord. Pour rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, il s'agit d'une architecture commune à toutes les normes ISO de management. Voilà. L'objectif de l'harmonisation de cette structure-là, c'est évidemment que les chapitres, la manière dont elle est organisée, cette norme, ça colle avec des choses qui existent déjà, pour ne pas réinventer la poudre à chaque fois, pour ne pas réécrire des nouveaux documents, des choses qui, on ne savait pas trop où est-ce que ça allait, etc. Donc là, le fait d'avoir structuré l'ISO 10012 selon je vais appeler ça la colonne vertébrale de l'ISO 9001 avec les chapitres, les fameux chapitres de 4 à 10, là, donc du contexte, du leadership, de la planification, du support, de la réalisation, des évaluations et de l'amélioration, donc le fameux CLPS-REA. Donc là, on s'inscrit vraiment dans la même organisation, une organisation qui est similaire à celle de l'ISO 9001. Donc l'idée derrière ça, c'est que ça facilite l'intégration de l'ISO 10012 dans un système de management existant. D'accord. Et c'est bien le cas aujourd'hui. Je pense qu'à l'ISO, ils ont tout à fait compris cette idée-là.
dès qu'il y a une norme qui apparaît aujourd'hui ou qui est révisée, je pense que l'adaptation de la norme à la structure HLS est un point qui est quand même important. Le contexte de l'organisme et parties intéressées. Voilà, donc ça, c'est la deuxième, on va dire, grosse nouveauté que je vous ai présentée juste avant le nom de tableau. L'article 4, hein, c'est une nouveauté structurante qui était absente de la version de 2003. Pardon. Alors, qu'est-ce que la norme exige maintenant? Elle exige de comprendre l'organisme et son contexte. OK? Chose qui n'était pas le cas avant. Alors que là, comme on est système de management et qu'on est structuré HLS, on tient compte de ces choses-là. D'accord? Donc, même vis-à-vis de la métrologie, vis-à-vis euh, du questionnement de cette mesure, de la fiabilisation de cette mesure, on va se poser ces questions-là et essayer de comprendre en quoi la métrologie vient s'inscrire dans un contexte global, d'accord, et tenir compte de tous les enjeux, que ce soit internes, culture, ressources, compétences, et externes, réglementation, marché, technologie, d'accord, qui vont venir influencer le système de management de la mesure. Donc, il faut se poser ces questions-là maintenant. Il faut tenir compte des parties intéressées, évidemment, d'accord? Au-delà de votre client à qui vous vendez probablement votre production, heu, il faut déterminer le besoin de toutes les parties intéressées. Il y a souvent pas que le client direct, il y a tout ce qui gravite autour de l'activité de l'entreprise, d'accord? Qui va avoir son importance ici. On parle de principalement, non, on va vraiment axer sur cette chose-là là, aujourd'hui avec l'ISO 10012, c'est on va s'intéresser davantage aux fournisseurs des services de métrologie, d'accord, fournisseurs d'étalonnage en particulier, autorités de certification et toutes les autres parties prenantes qui vont venir, euh, qui, 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 qui vont déterminer les besoins, d'accord, du système de management de la mesure. Donc ces choses-là, c'est des choses dont on tient compte aujourd'hui. Et donc, bah, évidemment, on est dans un contexte aujourd'hui où on ne peut pas parler d'activité industrielle sans tenir compte des enjeux climatiques. Donc, l'organisme doit déterminer explicitement aujourd'hui si le changement climatique est un enjeu pertinent pour son système de management de la mesure. Influence sur les instruments, sur son environnement, etc. D'accord? Donc, en pratique, il faut cartographier les parties prenantes en métrologie, analyser l'impact climatique sur les instruments et sur l'environnement de mesure. D'accord? C'est voilà, c'est important de tenir compte de tout ça. C'est pas anodin de devoir réguler une salle blanche avec un très 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 gros volume, de devoir maintenir la température très constante autour de 21 degrés par exemple, euh, avec un taux d'humidité relativement fixe. Ça a un impact, ça a un impact direct sur toutes les technologies qui vont être employées autour du maintien de ces paramètres physiques-là. Donc, aujourd'hui, on comprend en quoi, en quoi les enjeux climatiques viennent interférer dans cette chose-là. Alors, en 3, on a l'approche par les risques et les opportunités. Donc ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, la très, très, très grosse nouveauté de l'ISO 10012, c'est l'approche par les risques. Je fais le lien avec l'engagement de la direction. La direction s'engage à être responsable vis-à-vis de ces risques qui sont identifiés. D'accord? Donc, c'est vraiment le cœur des décisions qui sont prises. On évalue le risque. Donc, article 6 à 8.1.2, l'évolution la plus marquante de la norme 2026. Alors, pourquoi c'est majeur? En 2003, je dis que la norme listait les exigences techniques sans demander d'évaluer les risques systémiques. D'accord? C'était vraiment très axé technique et processus. En 2026, chaque décision de mesure doit être précédée d'une analyse de risque. D'accord? C'est quelque chose qui n'était pas demandé au départ, ça. C'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en œuvre aujourd'hui non plus avec l'ISO 9001, parce que, comme je vous disais, il y avait quand même une espèce de trou dans la raquette qui existait jusqu'à maintenant, jusqu'à l'apparition de cette édition 2026, où ce n'était pas très clair
c'était pas très clair sur comment, en tout cas en respectant les exigences des normes ISO, où est-ce qu'on devait se positionner par rapport à cette mesure en production. Voilà. Aujourd'hui, c'est très clair. On dit que pour chaque décision de mesure, donc finalement chaque processus, indépendamment les uns des autres, on doit avoir une analyse de risque qui est présente. D'accord? Alors, les nouveaux risques très explicites qui sont d'actualité, il y a la cybersécurité, les contrefaçons, l'environnement, etc. Donc ça, c'est que des exemples, mais voilà. Article 6, on va planifier les risques. L'organisme doit identifier les risques et les opportunités pour garantir que le système de management de la mesure atteint ses résultats et évite les effets indésirables. Le management du risque opérationnel, cette fois, d'accord, paragraphe entièrement nouveau, maîtrise des risques liés aux opérations de mesure elles-mêmes, faux rejet, fausse acceptation. J'en reviens à ce que je disais au tout début, sur les conséquences directes d'une mesure erronée. Donc là, la norme traite de ce sujet-là au niveau du risque identifié, ok. L'instrument qui n'est pas adapté, par exemple. Et les opportunités d'amélioration. La norme exige aussi d'identifier les opportunités pour améliorer les processus de mesure, pas juste corriger les écarts. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas, faut pas attendre d'avoir fait l'erreur pour corriger le tir, d'accord, mais ça c'est vrai pour tout. On a tout intérêt et il vaut mieux anticiper. Je pense que l'anticipation, c'est le mot clé ici pour arriver à définir les opportunités d'amélioration. D'accord? Alors, j'ai écrit en bas, en pratique, documenter une analyse de risque métrologique. Oui, effectivement, avec mesures, par exemple, à maintenir à jour. OK. Donc, voilà, c'est des choses, il faut tenir compte de ça aujourd'hui. En tout cas, la grosse nouveauté, le gros sujet, c'est l'approche par les risques. Le renforcement du leadership, oui. Je dis que la direction, elle est plus seulement responsable, c'est qu'elle s'engage. Donc, c'est véritablement ça, c'est l'engagement. D'accord? Donc, avant, on parlait de responsabilité de la direction, de nommer un représentant de la direction, fournir les ressources nécessaires, définir la politique et puis réaliser des revues. Aujourd'hui, on parle de leadership, on parle d'engagement, on parle d'assumer la responsabilité de l'efficacité du système de management de la mesure. On parle de promouvoir l'approche par les risques. On parle d'encourager l'amélioration continue. Et enfin, évidemment, il faut s'assurer que les objectifs sont alignés avec la stratégie. D'accord? Concrètement, je dis que la direction générale doit signer la politique métrologique et participer aux revues, participe activement aux revues du système de management de la mesure. SMM pour système de management de la mesure. C'est une appellation qui existait déjà, je crois, dans l'édition de 2003 de toute façon. Voilà, mais la direction, aujourd'hui, elle est leader de ça, comme elle est leader d'une certification ISO 9001, de la mise en œuvre de la vie du système de management de la qualité au sein d'une organisation. C'est la même chose aujourd'hui pour le système de management de la mesure. Alors, modernisation numérique et technologique. La norme 2026 dans l'ère de la métrologie 4.0. Effectivement, on est aujourd'hui en 2026, tout le monde le sait, on doit utiliser les technologies existantes pour maintenir, en tout cas, je pense qu'on a tout intérêt de le faire, pour maintenir un certain niveau de compétitivité entre les entreprises. C'est quand même très important, puis je pense que c'est un vrai sujet d'actualité. Aujourd'hui, à 2 fournisseurs équivalents, celui qui n'a pas passé la porte du digital, quelque part, je pense qu'il a un certain retard à rattraper vis-à-vis de son voisin qui a passé l'étape suivante du digital. Donc, on s'inscrit quand même aujourd'hui, depuis les années 2010, dans cette industrie 4.0
pour certains, on a encore beaucoup de mal à y passer. Et je pense que c'est vraiment important. Et en tout cas, l'ISO 10012 aujourd'hui a été écrite en tenant compte de toutes ces avancées technologiques et elle reconnaît l'utilité de passer dans ce monde-là du numérique. Alors, au travers de ces 4 aspects-là, là, principalement sur la slide que je vous présente, hein, on parle de transférabilité des données, voilà, où la norme encourage l'utilisation de formats numériques ouverts et transférables, hein. Quand on parle de transférabilité, c'est ça. On parle d'interopérabilité aussi. Le certificat d'étalonnage numérique, alors ça, c'est un gros sujet, hein, c'est un gros sujet. Alors, je sais par expérience aussi qu'il y a des laboratoires d'étalonnage qui continuent aujourd'hui à imprimer leurs certificats et à envoyer les certificats papier. Voilà. Euh, En tout cas, le certificat d'étalonnage numérique, la numérisation de la donnée d'étalonnage, c'est ça qui est important derrière. Et pourquoi c'est important? Pour plein de raisons. Une en particulier, c'est que la numérisation de la donnée d'étalonnage, c'est elle qui va vous permettre de, de faire tout un tas de choses. Il faut qu'on arrive à exploiter cette mesure qui est issue des étalonnages pour de l'étude de dérive, pour tout un tas de choses. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, je pense que c'est très important de le faire et de plus simplement prendre son certificat papier, de le mettre dans un classeur, de le ranger dans une armoire et puis finalement de ne pas tenir compte de toutes ces sources de données. C'est de la donnée qui est très riche en soi. Donc, on a tout intérêt à l'exploiter aujourd'hui. Et ben, c'est pour ça que la norme ISO 10012 incite beaucoup à la numérisation, en particulier des certificats d'étalonnage. Sauvegarde électronique obligatoire, oui. On parle de disponibilité garantie en cas de défaillance technique, oui, évidemment, parce que les systèmes ne sont pas infaillibles. Et donc bah, que la sauvegarde électronique, elle est quand même plus que recommandée. Donc une exigence spécifique impose la sauvegarde des informations documentées sous forme électronique. D'accord. Plus, entre guillemets, l'idée, c'est de retrouver son information et qu'il n'y a plus d'excuses pour des données perdues ou inaccessibles. L'article 7.6 sur les connaissances organisationnelles, la capitalisation, transmission du savoir-faire métrologique. Oui, l'organisme doit désormais identifier, maintenir et mettre à disposition les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de ces processus de mesure. D'accord. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de mettre sur papier la connaissance et la compétence. Alors, c'est vrai en métrologie, mais c'est vrai dans tous les domaines, hein. On le vit, on le vit encore aujourd'hui, on l'a tous déjà vécu peut-être, ou pas encore, mais ça arrivera. C'est le départ d'un collègue à la retraite qui embarque avec lui tout son savoir et tout son savoir-faire. En métrologie, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on dit attention, ces connaissances-là, il faut les numériser, il faut qu'elles soient autant que faire se peut, parce qu'évidemment, un savoir-faire de 20 ans, c'est difficilement transférable sur un support, peu importe le support. Mais en tout cas, il faut au mieux arriver à numériser cette connaissance et cette compétence métrologique. Cybersécurité, intégrité des données. Oui, alors on est en plein dedans, hein. Donc la norme reconnaît explicitement que la sécurité des systèmes de mesure numérique est un risque à gérer formellement. D'accord. Logiciels, capteurs connectés, bases de données, toutes ces choses-là, oui, c'est moderne, ça s'inscrit dans ce contexte de cybersécurité, forcément. Ça, c'est pour la modernisation numérique et technologique. Et enfin, l'évolution de la terminologie, voilà. C'était pas très bien écrit dans mon tableau tout à l'heure et je m'en excuse. Là, je pense que c'est beaucoup plus clair. L'évolution de la terminologie, de la documentation, des mots qui changent, des exigences qui se renforcent. D'accord. On va plus parler de procédure, on va parler d'informations documentées pour laisser, on va dire, le champ un petit peu plus large, être moins restrictif sur les appellations qui souvent imposent une vision assez contraignante finalement de son système de management d'une façon générale. On ne va pas parler d'enregistrement, on va parler d'informations documentées à conserver. On ne va pas parler de responsabilité de la direction ici, on va parler de leadership et d'engagement. Voilà, c'est des mots, on sait que les mots ont leur importance, le vocabulaire a son importance. D'accord. Ça, encore une fois, c'est vrai dans tous les domaines.
Et c'est le cas ici. Et donc, on inscrit le vocabulaire de cette édition 2026 de l'ISO 10012. Voilà, on veut, on veut que ça parle au plus grand nombre. Voilà, on veut que ça parle au plus grand nombre et donc, forcément, il faut élargir un petit peu la notion du vocabulaire qui est utilisé. D'accord? Alors, ce qui change pour les objectifs métrologiques, euh, bah, c'est des objectifs qui sont documentés, mesurables, suivis formellement, d'accord, et c'est revu périodique, obligatoire avec des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, voilà, aujourd'hui, doivent faire partie intégrante de ce système de management de la mesure pour continuer à prendre des bonnes décisions, pour revoir tout ça, pour remettre en question, pour faire avancer les choses. Et tout ça, encore une fois, ça s'inscrit toujours dans le cadre de l'amélioration continue. Le suivi des indicateurs de performance qui est une mesure en elle-même, hein. Alors, bénéfices industriels et migration pratique. Alors, rapidement pour terminer, parce que ça va déjà bientôt être l'heure, finalement, je suis arrivé à tenir mon planning. Bénéfices industriels, migration pratique. Alors, l'idée, c'est quoi là? C'est finalement d'avoir une espèce d'idée schématique que je vais vous montrer là, à comment l'ISO 10012, elle vient m'aider, en fait, très concrètement dans mon organisation. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Voilà, qu'est-ce qu'elle va apporter cette ISO 10012? Ça va m'aider dans l'opérationnel. D'accord? Ça va m'aider dans l'opérationnel, ça va m'aider à prendre des décisions de mesure qui sont fiabilisées. OK? Les règles de décision formalisées, il y a moins d'erreurs, d'acceptation, de rejet. OK? Il y a toujours dans l'opérationnel cette maintenance prédictive. D'accord? Il y a la surveillance des dérives. On parle de la surveillance des dérives maintenant, d'accord, avec des interventions ciblées. Je rappelle qu'aujourd'hui, je ne les ai pas présentés là en diapo, mais dans la norme ISO, donc dans cette nouvelle révision, nouvelle version 2026, il y a des annexes qui existent qui traitent d'une part des optimisations de périodicité d'étalonnage, d'accord, c'est-à-dire qu'elle va vous guider avec des méthodes concrètes sur comment ajuster en fonction de votre activité, comment ajuster les intervalles d'étalonnage, comment ajuster les périodicités d'étalonnage. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Ça va beaucoup aider. Et on introduit aussi, donc au-delà de cet aspect d'optimisation de périodicité d'étalonnage, d'intervalle d'étalonnage, la norme définit aussi le mot surveillance aujourd'hui, la surveillance de la mesure qui, donc ça décrit de manière très explicite où ça va vous aider entre deux étalonnages à mettre en œuvre justement des surveillances qui vont vous aider à ajuster le tir entre deux étalonnages. Est-ce que je peux les espacer? Est-ce que je peux les rapprocher? Etc. Donc, toute cette notion de surveillance et d'optimisation de périodicité d'étalonnage vont vous aider dans la maintenance prédictive, finalement. D'accord? Les audits facilités, évidemment, les équipes qui sont alignées avec l'implication de la direction, un avantage financier direct, encore une fois avec des coûts d'étalonnage qui sont rationalisés, qui peuvent potentiellement être réduits, du temps de gestion qui est optimisé, la réduction des rebuts, ça c'est très important, et la satisfaction client qui est accrue, bien sûr. Réglementaire et client, la compatibilité ISO 9001, 17025. Alors je rappelle que l'ISO 10012 ici, édition 2026, mais l'ISO 10012 tout court, n'est pas concurrente de la 17025, elles sont complémentaires, ces normes-là. La 17025 est à destination des laboratoires de métrologie, d'accord, et la 10012 va être à destination de tous les industriels qui utilisent de la mesure pour décider. Voilà. C'est une norme qui rend la certification possible, c'est une norme de type A, une preuve de fiabilité client, la couverture numérique, bref, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont vous aider dans votre quotidien. Et puis, pour comme ça, pour partager un petit peu un plan d'action là en 4 étapes pour intégrer et adopter cette norme ISO 10012. Donc, il y a première étape de diagnostic, la deuxième étape de planification, la troisième étape de mise en œuvre et, et puis la quatrième étape de l'optimisation. Voilà.
Je vais vous envoyer une petite question là, après tout ça. Après tout ça, est-ce que vous pensez que cette nouvelle norme ISO 10012 édition 2026, est-ce que ça vous accompagnerait efficacement, vous pensez, là, à chaud, dans la gestion de votre métrologie? Oui, non, ou vous n'en savez rien du tout? J'espère quand même que je vous ai apporté des informations utiles. J'espère que vous avez apprécié la présentation. J'attends un petit peu. Je vois ici. Alors, j'ai 2 questions. Je vais finir par répondre à ces 2 questions-là. Omar qui me demande appliquer cette norme dans les laboratoires d'analyse déjà accrédités ISO 17025. Alors, comme je disais, alors ces 2 normes sont complémentaires, elles viennent pas du tout en contradiction. Simplement, il y en a une, la 17025, qui est vraiment dédiée aux activités, à la performance de la compétence, de la qualité de la mesure en elle-même dans les laboratoires. Donc, un laboratoire accrédité ISO 17025 n'a pas, à mon sens, n'a pas d'intérêt à appliquer la norme ISO 10012. La norme ISO 10012, elle est à destination des industriels qui font une production quelconque, d'accord, et qui ont besoin d'avoir une norme chapeau structurée qui vient les aider dans la fiabilité, pas fidélisation, la fiabilité de cette mesure. J'ai une autre question. Est-ce que la phrase pas besoin d'être certifié pour en tirer les bénéfices, c'est un guide de bonne pratique? Elle est valable pour l'ISO 9001 et l'ISO 17025. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est valable pour n'importe quelle norme. Avant d'être obligé de passer une certification, je pense que utiliser d'une manière très générale, utiliser n'importe quel référentiel, c'est pas la peine de réinventer la poudre quand vous avez une problématique dans votre activité. Je pense que vous avez tout intérêt à regarder du côté du système normatif, voir s'il n'y a pas quelque chose qui existe déjà qui peut vous aider dans vos activités. Voilà. Et puis, bah, écoutez, c'est le fin mot de l'histoire. J'espère, encore une fois, que vous aurez appris des choses. Je vous remercie pour votre participation. Voilà, je vous mets quelques petites informations là à retenir. Vous avez mes coordonnées. Si vous ne les avez pas, je vous les enverrai de toute façon. Si vous avez encore des questions, je pourrai toujours répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre participation et très bonne journée ou fin de journée pour vous.